Bonjour, bienvenue dans 20 minutes au carré, le rendez-vous hebdomadaire de 20 minutes dans le Web3. Aujourd'hui, c'est moi qui anime, Romain Gouloumès, chef du service magazine, puisque mon chef, Laurent Beignet, est cette fois en coulisses à assurer la partie régie. Mon invité du jour, c'est Julien Pillot. Tu es économiste spécialisé des économies numériques. Tu es également enseignant, chercheur à l'INSEC. C'est le groupe enseignant, groupe éducation, Omnes Omnes. Éducation. Aïe, 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 aïe. Voilà. Et c'est l'INSEC Grande École. Excuse-moi. Donc, INSEC, Grande École, groupe Omnes Éducation. Et on a 3 campus à Paris, Lyon et Bordeaux. Super. Alors, pour la petite information, je précise qu'on a refait cette introduction puisqu'on a eu des petits problèmes de son pendant l'émission, mais vous allez voir, ça va bien se goupiller. Donc voilà, on vous donne rendez-vous tout de suite pour reprendre l'émission. Tu me dis que le jumeau numérique, ça date finalement des années 60, c'est ça ? Ça date effectivement des années 60 et en fait c'est une idée qui a émergé avec finalement la micro-informatique, plutôt l'informatique qui allait devenir micro, qui est de dire qu'on devrait être capable de faire des représentations dans des mondes virtuels de choses tout à fait réelles. D'où le terme de jumeau. L'idée, c'est de pouvoir reproduire dans des univers qui sont des univers codés, des situations que l'on pourrait vivre dans le monde réel, bien physique, et ce faisant, nous permettre de nous améliorer dans des univers virtuels où l'erreur, par exemple, ne prête pas à très graves conséquences. Alors dit comme ça a l'air très théorique, mais si vous êtes un chirurgien en cours d'apprentissage, par exemple, va pouvoir exercer votre art, surtout au début de votre activité, dans des univers virtuels, aujourd'hui augmentés de tout ce qu'on peut trouver en matière de réalité virtuelle et éventuellement de retour haptique, c'est quelque chose qui, dans le cadre d'une formation, peut vous permettre d'être beaucoup plus efficace lorsque vous devez intervenir réellement dans une situation de crise en réel, notamment s'il y a des imprévus au niveau d'une intervention chirurgicale qui peuvent derrière occasionner des moments de stress qu'il faut savoir gérer pour être plus efficace dans son intervention. Donc les jumeaux numériques, c'est ça, c'est la capacité que l'on peut se donner de reproduire dans des univers virtuels des situations que l'on pourrait vivre dans le réel pour mieux s'y préparer et pour être plus efficace lorsqu'on doit intervenir. Et là, les applications sont infinies. J'ai pris un exemple dans la chirurgie, mais on peut décliner ça à l'envi dans la sécurité, prise d'otages, pour les combattants du feu, dans l'industrie, dans tout un tas de secteurs où on a besoin d'avoir des professionnels qui sont de plus en plus aguerris pour pouvoir agir en efficacité et à gérer des situations de stress. Si on les a entraînés à répéter des gestes de façon virtuelle, ils seront d'autant meilleurs à les reproduire en situation réelle. Là, tu me donnes un exemple, c'est celui de la formation, mais j'imagine que dans de la prévention au risque ou dans du test de situations de danger, par exemple, j'imagine un exploitant de site nucléaire qui fait des simulations, le réacteur qui surchauffe, le fait d'avoir une simulation, d'avoir un jumeau numérique ultra concret, ça permet de s'exposer à une situation sans en payer les conséquences si jamais... Exactement. De façon à pouvoir exercer les professionnels, à pouvoir gérer des situations de crise, mais qui sont plausibles dans le monde réel. Et on commence à avoir des entreprises qui développent en fait des jumeaux numériques à destination d'entreprises, qui certaines sont dans l'industrie nucléaire, d'autres peuvent être dans la sécurité, d'autres peuvent être dans le milieu médical, en développant des scénarios qui sont plausibles. Et sur lesquels il s'agit derrière de pouvoir confronter les forces vives de façon à pouvoir les préparer à être d'autant plus efficaces à gérer ces situations de crise dans le monde réel, si jamais elles doivent survenir. Alors, moi, là où je trouvais que le quiz était un outil intéressant, c'est que ça posait les jalons de ce qu'on connaît du métavers et ça nous amenait à un point que t'intègres toi dans tes réflexions au métavers, c'est le jumeau numérique, alors que spontanément, le fait de se former potentiellement dans un monde virtuel, dans un hôpital qui serait recréé, dans une université qui serait recréée et connectée comme l'Oasis de Ready Player One, je me dis, OK, ça, je le vois très bien dans le métavers. Mais en revanche, un exploitant de site nucléaire ou un industriel qui utilise des jumeaux numériques, en quoi c'est connecté au métavers ? Alors, c'est connecté parce qu'une partie des technologies support sont les mêmes. La technologie immersive, par exemple, qui peut être par le biais de réalité virtuelle ou réalité augmentée. C'est quelque chose qu'on va retrouver pour
effectivement immerger le professionnel dans un univers de jumeaux numériques, dans un jumeau numérique, ou dans un métavers beaucoup plus socialisant et beaucoup plus intégré, tel que peut l'être Ready Player One, enfin l'Oasis dans Ready Player One. Il y a des combinaisons haptiques qui permettent de faire du retour de force, qui permettent de manipuler avec un certain retour de force des objets virtuels que l'on va retrouver de façon tout à fait normale dans les jumeaux numériques, mais également qui peuvent faire l'objet de développement dans des métavers beaucoup plus sociaux et ludiques. Ouais. D'ailleurs, on le voit aussi dans le film Ready Player One. Les protagonistes enfilent des combinaisons qui leur permettent de ressentir ce que leur avatar ressent dans l'univers. Donc, il y a une partie des technologies qui sont les mêmes. Donc, lorsque l'on développe des technologies avec pour finalité applicative des jumeaux numériques, ce sont ces mêmes technologies qui vont être utilisées dans des métavers beaucoup plus sociaux, ludiques et intégrés, finalement. Donc, d'où l'intérêt pour un économiste de comprendre comment est-ce que les investissements qui sont consentis avec des finalités industrielles B2B peut derrière aussi faire le lit d'applications beaucoup plus ludiques et qui se rapprocherait éventuellement beaucoup plus de quelque chose tel qu'on peut le dépeindre dans l'Oasis de Ready Player One. Donc c'est là qu'il y a un déséquilibre aujourd'hui dans le métavers. C'est que d'un côté, on a ce métavers B2B qui a l'air de bien se porter. Nvidia, avec son Omniverse, ça a l'air de très bien se porter. On a vu, il y avait une actualité récente avec Microsoft qui dégraisse, malheureusement, une partie de son staff consacré au métavers, mais conserve les forces vives sur les questions industrielles et B2B. Et à côté de ça, on a un méta qui est décrié depuis des mois parce que l'argent ne rentre pas. L'expérience, on peut le dire, l'expérience ludique de Horizon World, elle n'est pas très aboutie, elle n'est pas ultra aguichante ou aguicheuse. Enfin, voilà, il y a quand même un déséquilibre aujourd'hui entre ce qui est visible du métavers et qui séduit peu. On voit aujourd'hui quand même qu'il y a une énorme bascule en termes de hype. On a arrêté de se hyper pour le métavers, on se hype pour l'intelligence artificielle. A contrario, j'ai l'impression que les technologies de jumeaux numériques, elles, continuent à cartonner. Alors, il y a énormément de choses dont on entend. C'est ma spécialité, c'est 4 questions en une. On va essayer de prendre les choses les unes après les autres. Déjà, il y a une question d'acculturation à l'innovation. Dans les modèles en économie de l'innovation, on se rend compte qu'il y a toujours un temps pour l'adoption de l'innovation en question. Et les premiers adopteurs de l'innovation ne sont jamais, ou en tout cas de façon très très rare, le grand public. Il y a différentes sociologies d'adopteurs de l'innovation. Et les premiers adopteurs sont ce qu'on appelle généralement dans les modèles en économie de l'innovation les innovators, éventuellement les early adopters. Mais avant ça, les innovators sont des gens généralement plutôt des personnes morales que physiques, qui adoptent la technologie pour elles-mêmes. Pourquoi est-ce qu'ils adoptent la technologie pour elles-mêmes ? Parce qu'elle leur est utile pour avoir des gains de productivité dans leurs propres activités de production, mais elle leur est également utile dans une optique en fait, de relation de business à business. Donc, que derrière les technologies sous-jacentes au métavers, ces technologies support dont on parlait tout à l'heure, les premiers adoptants, et finalement les premiers marchés qui peuvent se payer ce type de technologie, en avoir une utilité, soit des marchés de professionnel à professionnel bien éloigné de ce que peut éventuellement, l'espoir que peut éventuellement caresser une entreprise comme Facebook en faisant quelque chose de très ludique, il n'y a rien d'anormal pour moi. Le fait également qu'il y ait un buzzword qui, à un moment donné, émerge. Parce qu'il y a une entreprise aussi puissante que Facebook qui en fait un objet de communication très fort pour dire, écoutez, nous, notre stratégie dans les prochaines années, c'est d'aller vers le métavers. Et que derrière, ça crée un espèce d'engouement. Il y a tout un tas de répercussions derrière, à la fois sur le plan marketing, mais aussi sur le plan économique, en guidant des investissements. Ce n'est pas étonnant non plus. Ça a totalement relancé le concept, on peut le dire. Ça a complètement relancé le concept. Ça a permis à d'autres personnes de s'acculturer au concept. Quand je dis personnes, c'est autant le grand public que des personnes physiques. On a vu beaucoup d'entreprises qui ont tenté de premières expériences dans des métavers plus ou moins aboutis. Donc ça aussi, ça fait partie de choses que l'on voit très souvent lorsqu'on est économiste de l'innovation. Ce fait que de temps en temps, il y a des gros buzzwords qui arrivent. Et puis finalement, comme le buzzword est très en avance de phase, très précoce par rapport à une arrivée potentielle à maturité, comme une mode finit par en chasser une autre, ça tombe un petit peu en désuétude, ce qui ne veut pas dire
qu'il n'y a pas tout un tas de petites mains et de gros cerveaux qui s'affairent en coulisses pour continuer à travailler sur le développement de métavers et éventuellement peut-être arriver à terme, dans 5, dans 10, dans 15 ans, avec quelque chose qui se rapprocherait de ce que l'on voit dans Ready Player One. Ouais. Avec un effet waouh et à un moment donné de se dire comment on a pu passer à côté de ça pendant autant d'années. C'est une potentialité, hein. Il n'y a pas de recette miracle pour que ça émerge un jour, mais ça reste une possibilité. Et enfin, la dernière chose que tu as dite me permet, en fait, et c'est important que les personnes qui nous écoutent aujourd'hui le comprennent bien, de faire la distinction entre deux temps. Il y a le temps médiatique, qui parfois d'ailleurs peut être corrélé pour les raisons qu'on a évoquées avec un temps d'investissement, mais il y a aussi le temps stratégique. Le temps stratégique, c'est le temps long. Le fait que Facebook investisse des milliards dans le métavers ne veut pas dire que demain, après-demain ou après-demain, il a un Horizon Worlds qui est vraiment, en fait, déjà à un niveau de maturité qui fait que, de la même manière qu'aujourd'hui, quasiment tout le monde dans le monde a un compte Facebook, tout le monde aurait l'envie et le besoin et même l'utilité de se créer un avatar sur Horizon Worlds. Donc, ce que fait Facebook, c'est une tentative de réorientation stratégique qui pourrait éventuellement porter ses fruits dans 10 ou dans 15 ans. Récemment, j'ai interagi par tweet interposé avec un tweetos qui disait mais le fait que le métavers aujourd'hui, plus personne n'en parle, prouve finalement que c'était une coquille vide. Ouais. Je dis non, ça prouve que ça porte les graines d'un développement qui est de l'ordre de la stratégie et qui, par définition, doit se donner le temps d'arriver à un certain niveau de maturité. Donc, on verra ce que l'avenir nous dira. En tant qu'animateur, il manque encore une certaine maturité puisque j'ai pas suivi suffisamment, mais je vois que Laurent a assuré le service, le SAV. Alors, je remets quelques questions pour qu'il les voit, et je les vois, je ne vois plus que ça. Chut Norris, tant que c'est pas comme le créateur de Oculus qui voulait faire un casque où tu meurs in real life si tu meurs dans le jeu, en effet, il a été question d'un truc comme ça, en effet. Serfin, est-ce qu'on peut faire... Oula, je sens que c'est une vraie question. Est-ce qu'on peut faire un jumeau numérique de sa copine juste pour gérer les situations de crise in real life? Voilà, Julien. C'est extraordinaire. C'est le soir de la Saint-Valentin, donc effectivement, vous vous exposez dès ce soir à une crise. Hein. Comme mon épouse est probablement en train de regarder l'émission, je vais vraiment mesurer mes propos. Mais dans les faits, tout est possible. Tout est possible. L'idée en fait du jumeau numérique, j'ai peut-être pas suffisamment insisté tout à l'heure, mais c'est de recréer des situations, mais aussi de créer des scénarios derrière les situations, aussi pour pouvoir gérer l'imprévu. Typiquement, vous créez un jumeau numérique, vous êtes dans n'importe quoi, ce qui me vient par la tête, vous êtes dans une usine où vous gérez finalement des produits chimiques pour pouvoir produire ce que vous avez à produire, raffiner des métaux ou ce que vous voulez. Donc vous êtes dans la manipulation de substances dangereuses. Donc, vous pouvez déjà créer un jumeau numérique qui permet aux humains qui interviennent sur ces chaînes de production de réaliser ces gestes dans le meilleur niveau d'efficacité et de sécurité pour eux-mêmes. Et puis derrière, vous créez des scénarios de façon complètement impromptue pour leur apprendre, par exemple, à gérer l'imprévu. Qu'est-ce qui se passe si, au milieu de ce système, qui est déjà un système complexe, vous rajoutez un truc qui était imprévu, comme par exemple une prise d'otage? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la gestion du stress fait qu'à un moment donné, vous allez avoir un geste inconsidéré qui fait que vous allez provoquer une fuite de produits toxiques qui fait que, prise d'otage ou non, en fait, globalement, tout le monde est mort dans la pièce. Vous voyez, on peut créer des scénarios qui permettent aussi aux individus mis en situation dans ces univers virtuels qu'on appelle jumeaux numériques, dans des situations qui ne sont pas forcément prévues ex ante, qui ont été pensées par des programmeurs, mais qui sortent quand même de l'ordinaire. Typiquement la gestion de crise. Et comment est-ce que je me comporte face à telle situation? Et derrière, on peut avoir tout simplement des situations de feedback où finalement un superviseur va dire là, par exemple, vous avez fait tel geste, c'était bien joué, ou au contraire, c'était peut-être superflu, il aurait fallu faire mieux, il aurait fallu peut-être penser différemment. Et maintenant, vous avez été mis en situation dans le monde virtuel, vous serez d'autant meilleur si jamais un jour cette situation survient dans le monde réel. Donc là, tu es en train de me vendre une solution de coaching où, en gros, je file toutes les datas existantes sur ma copine à un coach. On met en situation avec un avatar qui lui ressemble et des situations de crise.
exceptionnel, enfin normal et exceptionnel. Et ensuite, il me dit, bon, bah voilà comment tu aurais dû réagir, ou ça, c'était bien. C'est ça que tu es en train de me dire? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il n'en demeure pas moins que la science des relations humaines, et notamment des relations de couple, est un domaine qui m'échappe nettement plus que la division scientifique du travail dans une organisation sur une chaîne de montagne. Donc, désolé Serphin, mais on n'aura pas de réponse concrète sur cette question-là. Non, pas de Saint-Valentin quand même. Il y a Chute Norris qui pose une question aussi intéressante. Il dit, est-ce qu'il ne faut pas oublier le buzzword métaverse et parler uniquement d'environnement immersif, tout en expliquant qu'à ce stade, la non-interopérabilité pousse à voir le développement de plusieurs environnements immersifs avec des objectifs différents. Je ne sais pas si c'est la non-interopérabilité qui fait ça ou simplement les intérêts économiques, les stratégies divergentes. En fait, c'est tout ça à la fois. C'est une excellente question. C'est vraiment une très très bonne question qui mérite qu'on y passe un petit peu de temps. Je vais commencer par la fin. Parce que c'est plus confortable en fait. En début de cycle de vie d'une innovation, avant qu'on sache d'ailleurs si cette innovation va devenir quelque chose d'assez massif ou va rester quelque chose d'assez confidentiel et finalement de niche, il y a toujours de la place pour beaucoup de propositions de valeur. Parce qu'en fait, il y a tout un tas d'entreprises un peu partout dans le monde qui proposent des choses en mode test and learn. On est sur une dynamique d'offre, on pense que ça peut marcher, mais en fait, globalement, vu qu'on propose quelque chose de fondamentalement nouveau, on ne sait pas encore s'il y a un marché. On ne sait pas si en plus de ça, derrière ce marché, il y a un business model qui permet de le rentabiliser, ce marché, s'il y a un business model qui est plus efficace que là. Donc on teste et on apprend des retours finalement que les demandeurs, que les premiers demandeurs éventuels, que les premiers adoptants, j'appelais ça tout à l'heure, nous font autour de notre proposition de valeur. Mais in fine, vous avez des marchés, dans les marchés technologiques, c'est souvent le cas, sur lesquels, en fait, le niveau d'efficience globale qui est le meilleur est un marché sur lequel il y a peu de solutions qui coexistent. On appelle généralement des oligopoles, un terme que les économistes aiment bien employer. C'est juste quelques offres qui sont dominantes. Puis à côté de ça, éventuellement, il y a une constellation de toutes petites offres un peu confidentielles, de niches, qui viennent compléter un petit peu les trous qui peuvent subsister dans la raquette. Mais faites l'observation autour de vous sur l'essentiel des marchés numériques que vous utilisez, vous, en tant qu'utilisateur. En fait, on est passé de marchés où, en début de phase, il y avait un foisonnement d'offres, pour que, in fine, brique technologique par brique technologique, marché applicatif par marché applicatif, on a des opérateurs dominants. Spotify dans la musique, on a YouTube évidemment sur les plateformes de vidéos à la demande, on a Netflix évidemment sur le streaming, on a LinkedIn dans les réseaux sociaux professionnels, et puis ensuite on a Insta, TikTok sur les réseaux sociaux plus ludiques. Bref, c'est pas anormal d'arriver dans ces... Certains diront c'est la sélection naturelle. En fait, derrière ça, il y a des effets de réseau. Il y a le fait qu'à un moment donné, sur ces marchés-là, les utilisateurs ont tous intérêt, pour maximiser leur utilité qu'ils retirent de l'utilisation d'un service, à se retrouver autour de la même plateforme, parce que ça leur permet en fait d'avoir de meilleures interactions, d'avoir aussi de meilleurs niveaux d'information, et ça donne aussi parallèlement à la plateforme la possibilité de pouvoir massifier une offre dans un espace de contact virtuel qui est généralement de meilleure qualité, dans un univers où finalement, quand vous avez plus de moyens, mais aussi que vous avez plus de données sur ce qu'aiment les utilisateurs, vous arrivez à avoir une offre plus performante et plus pertinente. C'est l'une des raisons qui font que les gens restent sur Twitter et que le mastodon est resté insoufflé, quoi. Exactement. Si vous voulez réussir à tuer Twitter, il faut être capable de proposer quelque chose de mieux que Twitter et de nouveau par rapport à la valeur d'usage de Twitter. Si vous vous contentez de copier Twitter, il faut être capable d'attirer tous ceux qui aujourd'hui créent la force d'attraction de Twitter, c'est-à-dire les plus gros influenceurs, qu'ils soient politiques, qu'ils soient journalistes, qu'ils soient créateurs de contenu, qu'ils soient intellectuels. Il faudrait réussir à tous les attirer très rapidement dans une plateforme concurrente pour que, in fine, le reste des annonceurs, mais aussi des utilisateurs, suivent cette tendance-là. Mais si vous êtes juste un clone de Twitter, in fine, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner parce que le temps que cette transition se fasse, vous subissez une désutilité en tant qu'utilisateur.
Mais si vous êtes un annonceur, vous subissez aussi une désutilité, puisque finalement, le client de Twitter, ce n'est pas l'utilisateur, c'est celui qui finance Twitter, c'est-à-dire c'est l'annonceur. Et l'annonceur, lui, son intérêt, c'est que son message publicitaire soit affiché le plus largement possible. Donc, il va là où il y a le plus de monde. Donc, in fine, si vous voulez battre Twitter, ou si vous voulez battre n'importe quel service numérique, il faut être capable de proposer quelque chose de nouveau et de suffisamment plus fort en matière de valeur d'usage, suffisamment différent pour attirer une grosse partie des utilisateurs, mais aussi de ceux qui financent ces services-là. Tout ça en même temps. Sinon, vous n'y parvenez pas. Et donc, pour revenir à la question qui était posée, effectivement, aujourd'hui, il y a des acteurs qui font des propositions de valeur de façon non coordonnée, dans des univers qui sont concurrentiels, et ça ne permet pas nécessairement une interopérabilité, c'est-à-dire le fait de pouvoir, avec les investissements que j'ai consentis moi en tant qu'utilisateur dans l'univers A, de dire, si je vais dans l'univers B, je ne repars pas à zéro parce que je peux amener avec moi l'investissement que j'ai fait sur l'univers A. Les acteurs aujourd'hui n'y ont pas du tout intérêt. Ils n'y ont pas du tout intérêt parce qu'ils sont dans un univers concurrentiel et ils ont consenti et consentent toujours des investissements, et ces investissements, ils en attendent un retour sur investissement. Sur le papier, il y a quand même un accord entre les grands acteurs, Microsoft, Meta & Co, pour dire qu'on va travailler sur un protocole commun d'interopérabilité. Bien sûr, mais ça, pareil, c'est monnaie courante. Quand il y a des batailles de standards, il est très rare que des acteurs fassent cavalier seul, surtout lorsque les niveaux d'investissement qui sont derrière sont vraiment colossaux. Quand les niveaux d'investissement derrière sont à un certain niveau, on a plutôt des batailles de standards qui se font consortium par consortium, avec des accords derrière tacites de qui fait quoi, qui peut générer de la valeur, comment est-ce qu'elle se répartit cette valeur, et qui est le propriétaire des brevets qui, indépendamment les uns des autres, n'ont pas beaucoup de valeur, mais mis en commun, permettent de gagner éventuellement une guerre de standards. Mais des guerres de standards, il y en a toujours eu, et ça a toujours fait l'objet, généralement, effectivement, de batailles de consortium contre d'autres consortiums. Une des batailles standards très, très connues, peut-être qui va parler aux personnes qui nous écoutent, c'était le standard sur les supports physiques de diffusion haute définition. Bon, on avait le Blu-ray versus le HD-DVD, mais derrière le Blu-ray, il y avait un consortium qui était piloté par Sony avec tout un tas d'entreprises derrière qui étaient tout simplement co-développeurs avec Sony. Et puis de l'autre côté, on avait un autre consortium qui était piloté par Toshiba avec d'autres entreprises qui étaient co-développeurs avec Toshiba, notamment NEC, Microsoft, on parle de petites entreprises. Donc c'est pas quelque chose de neuf, de nouveau en fait dans les marchés de technologie. Lorsqu'il s'agit derrière de se donner les moyens de développer éventuellement un standard technologique ou une solution standard, l'union fait la force, quoi. Donc chasser en mode, c'est toujours mieux. Mais alors, l'union dans un monde où tu as Meta qui développe son Horizon World et son monde virtuel immersif, et où on a des propositions de monde virtuel immersif décentralisé, on va quand même se retrouver avec des choses qui cohabitent avec des philosophies très, très différentes. Est-ce que toi, tu crois, il ne me semble pas d'ailleurs que tu intègres dans ta définition du métavers l'aspect décentralisé, il est central chez toi ? Non. Le problème, c'est que ça fait écho. En tout cas, si je traduis ta question. Oui, parce que j'ai bifurqué en cours de route. En tout cas, ça fait écho à quelque chose qu'on appelle l'open innovation. L'open innovation, c'est très beau sur le papier. C'est très beau sur le papier parce que cette innovation ouverte, finalement, c'est quelque chose qui, derrière, va avec une certaine philosophie. Où, en fait, on met tout un savoir et un savoir-faire en commun. Et ensemble, on est capable de mieux coordonner les investissements, mais aussi de mettre en commun plein de richesses et plein de ressources qui permettent de créer quelque chose qui, à la sortie, finalement, n'appartient à personne parce que tout le monde l'a co-développé. Dans les faits, pour un économiste, on se rend compte que l'open innovation est surtout utilisé généralement en phase vraiment très amont de développement. Mais au fur et à mesure qu'on arrive sur des applications qui sont de plus en plus industrielles, au fur et à mesure, finalement, qu'on s'écarte de la recherche fondamentale pour aller vers quelque chose de beaucoup plus appliqué. Tu ajoutes des brevets. On commence à avoir des entreprises qui mettent des brevets de partout, qui commencent à
faire valoir leur rapport de force pour avoir finalement se tailler la part du lion dans un processus de répartition de la valeur. Un truc aussi, et nos auditeurs, je les invite éventuellement à aller faire rapidement du fact-checking pour éventuellement me dire si je me trompe. Mais Android, par exemple, aujourd'hui, on est tous d'accord que c'est quelque chose qui assoit l'influence, mais aussi la performance économique de Google, enfin Alphabet. Au tout départ, c'était Open Innovation, c'était open source. Mais à un moment donné, si vous voulez passer à une échelle industrielle, surtout sur des marchés qui sont nativement mondiaux, globaux, il y a besoin d'avoir énormément d'investissements. Ça va avec une énorme prise de risque derrière. Et ça va souvent, finalement, avec, dans un système capitaliste en tout cas, finalement des systèmes qui sont concurrentiels, où ce que vous gagnez, vous, c'est ce que le concurrent ne gagnera pas. Et est-ce que ça veut dire que on se fourvoie à croire à un métavers décentralisé ? Il y a des centaines de millions qui sont investis. Tu vois, il y a The Sandbox. On parle aussi de Decentraland qui explorent des voies. Je ne dis pas que ce sont ces voies-là qui s'affirmeront face aux milliards investis par Meta et d'autres. Je crois. Mais c'est terrible parce que tu me mets dans une situation très inconfortable, mais je vais quand même répondre à ta question. Mais dans 20 ans, comme Internet a de la mémoire, si je me suis trompé, on me ressortira la vidéo. De toute façon, ils n'entendent rien. Non, mais blague à part. S'il y a une chose que je pense avoir comprise depuis que je fais ce métier d'économiste, c'est dans la grande capacité du capitalisme à tout récupérer. Et à mon sens, si on doit rester dans un système capitaliste, alors, d'une manière ou d'une autre, s'il y a des applications monétisables et surtout très fortement monétisables liées à une certaine utilisation de certaines technologies, alors à un moment donné, il y aura des entreprises qui auront intérêt, et avant ça, des investisseurs qui auront intérêt à créer les conditions de l'accaparation de l'argent. Bien sûr. Donc, je ne dis pas qu'il faut se couper de cette philosophie, bien au contraire. Bien au contraire, parce qu'il n'est pas interdit de penser qu'un jour, on pourra revenir sur certains principes du capitalisme. Mais il ne faut pas non plus tomber dans une espèce de doux rêve qui nous ferait croire qu'on est dans le monde des bisounours et puis, in fine, on va réussir finalement à créer des contre-systèmes un peu éventuellement anarchiques, si on veut, pour pouvoir finalement créer le contrepoids d'institutions qui sont très puissantes. D'ailleurs, très proche de nous, on peut regarder ce qui se passe au niveau de la finance décentralisée, où, in fine, globalement, ça a été récupéré par quoi ? Par des très gros fonds d'investissement ou des banques qui sont totalement institutionnalisées et qui ont les moyens, finalement, de faire un petit peu la pluie et le beau temps sur tout ce qu'on appelle aujourd'hui la monnaie numérique, qui, finalement, est un jeu, finalement, d'actifs, de spéculation autour de valorisation d'actifs. Et après, on les appelle un petit peu comme on veut, on les appelle Bitcoin, on les appelle monnaie dérivée de l'Ethereum, ce qu'on veut. Mais globalement, aujourd'hui, cette finance décentralisée n'existe pas. Elle a été complètement récupérée par des intérêts capitalistes. Mais là, ce qu'il y a peut-être de différent avec le métavers, c'est le coût d'entrée. C'est-à-dire que le coût technique pour créer un métavers, on va dire un monde virtuel immersif, et ensuite le coût pour les utilisateurs pour y rentrer sera là encore très élevé et il risque de l'être encore plus dans les années à venir. Donc ça concourt un peu à ton idée de dire, en fait, ceux qui investissent des milliards aujourd'hui ou qui rachèteront les métavers qui marchent bien, les mondes virtuels qui marchent bien, c'est eux qui vont s'imposer de toute façon puisque les challengers n'auront pas les moyens de suivre. C'est exactement ce que j'ai essayé de développer. Et que tu as très bien résumé, c'est qu'on est face à des univers sur lesquels les technologies qui sont les technologies support demandent encore énormément de temps et donc d'investissement pour pouvoir arriver à maturité. Les services sont encore très largement à développer autour de ces technologies et in fine, dans un système capitaliste, il n'y aura pas d'investisseur qui, avant d'investir, ne se pose pas la question de savoir comment est-ce que ce dans quoi il investit peut générer un retour sur investissement. Et si vous investissez
dans des projets dans lesquels on vous dit non, mais à la sortie, en fait, globalement, ce qu'on veut, c'est un truc complètement décentralisé, complètement démocratique, et dans lequel, finalement, on n'a pas forcément de but lucratif, les très gros investisseurs risquent de dire, écoutez, les enfants, c'est bien, mais c'est sans moi. Sandbox, c'est un modèle économique quand même. T'as des terrains qui sont vendus, t'as des NFT qui sont vendus. Enfin, tout est NFTisable, donc tout est propice ou s'ouvre à des possibilités économiques. Bien sûr, évidemment. Il n'en demeure pas moins que si Sandbox devait devenir demain l'Oasis, si l'Oasis de demain est le Sandbox d'aujourd'hui, à travers des années, probablement plus que ça, peut-être des années et des polygones. Plus d'une décennie de développement, etc., il n'en demeure pas moins qu'à la sortie, on aura un univers qui sera dominant, avec des intérêts capitalistiques bien compris, et le Sandbox, en devenant l'Oasis, sera devenu finalement l'équivalent du métavers de ce que sont aujourd'hui les magasins d'applications tels que l'App Store ou le Play Store. C'est-à-dire la porte d'entrée vers un univers dans lequel il y a tout un tas de business qui peuvent se faire. Je détiens la clé de cet univers-là. Ouais. J'en définis aussi les règles. J'en définis les règles, ce qu'on peut y faire, ce qu'on ne peut pas y faire. Dans quelles conditions est-ce qu'on peut y entrer? Quelles conditions matérielles, sécuritaires, mais aussi commerciales, et aussi la façon dont j'entends monétiser votre présence dans mon espace. Vous, entreprise qui voudriez éventuellement développer une application dans mon espace, ou vous, utilisateur, qui voudriez éventuellement créer un avatar pour évoluer dans mon espace, et y faire des choses, des expériences, mais aussi, pourquoi pas, avoir un certain niveau d'agrément, etc., acheter des NFT pour modifier votre skin, ce que vous voulez. Bien sûr. Mais en fait, globalement, comme on est en avance de phase, on ne parle que de propositions de valeur éventuelles, donc on voit à quoi ça pourrait ressembler. Il se peut que ça n'aboutisse, que ce soit demain ou après-demain, à rien de concret. En tout cas, rien qui s'approche de près ou de loin de l'Oasis d'éteindre. On va parler des usages, même si ce n'est pas forcément ton cœur de métier, mais c'est un point qui m'intéresse aussi. Est-ce que Laurent, tu peux rebrousser un peu chemin? Il y avait une question, je crois que c'était Shoot Norris qui demandait si, en gros, les interlocuteurs qui étaient peut-être les plus à l'aise, que ce soit d'un point de vue technique comme des moyens pour développer peut-être le métavers, c'était tout simplement les entreprises de télécom et de réseau. Pour justement permettre ce côté de l'interopérabilité, de l'immédiateté, du cloud gaming. En gros, un métavers dans le cloud, accessible de partout et à peu de frais. Je paraphrase, j'espère que... C'est très compliqué. C'est extrêmement compliqué. Effectivement, dans beaucoup de salons que je peux faire de mes recherches sur le métavers, je vais aussi à la rencontre de professionnels pour essayer d'être le plus pertinent possible. Et je rencontre très souvent aussi dans ces salons-là donc des personnes qui développent des projets qui sont incubés dans des opérateurs télécoms, par exemple. Et il y a plusieurs forces qui s'opposent. Il y a une force, si je dois vraiment simplifier, il y a des compétences, il y a du savoir-faire, et il y a une compréhension de ce que pourraient être les usages de demain, et donc pourquoi pas se mettre en ordre de marche pour développer des services qui soient adaptés à ce qu'on pressent de ces usages-là. Il n'en demeure pas moins que parmi tous les services qu'on puisse imaginer dans un univers qu'on appelle, ça peut être le Web3, ça reste de l'Internet, il n'y a pas de service qui soit plus à la fois consommateur de bande passante et aussi énergivore, et tout ça est très intimement lié, qu'un métavers, à plus forte raison s'il doit un jour ressembler à ce qu'on voit dans Ready Player One. Et donc, aujourd'hui, les opérateurs téléphoniques sont vraiment embêtés, déjà aujourd'hui, par le fait qu'il y ait des services tels que Netflix, par exemple, pour ne citer que, qui sont déjà des très gros consommateurs de bande passante. En gros, les opérateurs financent la mise en place du réseau et sa maintenance, mais ceux qui tirent la plus grosse partie de la valeur dédiée au réseau sont les développeurs de services. Et ça leur pose quelques soucis dans la mesure où ça les rend, entre guillemets, faibles dans les rapports de force qu'ils peuvent avoir avec ceux qui utilisent les réseaux au jour le jour, parce que finalement, le réseau ne devient qu'une commodité, puisque la valeur se crée sur les services
et non sur les réseaux. Toi, tu fais que tu fournis ce qu'il y a dans les tuyaux et derrière. Toi, tu fournis les tuyaux et tu fais quasiment pas de bénéfices dessus. Et tu dois améliorer, tu dois un peu entretenir tes tuyaux. Exactement. Et à côté de ça, tu as des gens qui font transiter plein de trucs dans les tuyaux et qui, eux, éventuellement, peuvent se goinfrer. Et généralement, ils se goinfrent d'autant plus qu'ils ont une utilisation massive de tes réseaux. Mais le truc, c'est que entre un Netflix et un Oasis dans Ready Player One, la consommation de bande passante, les capacités de calcul, qu'elles soient en physique, au niveau de lieux de connexion ou déportées dans le cloud, elles sont sans commune mesure. Donc, les opérateurs téléphoniques, quand on leur parle de métavers, ils sont assez précautionneux parce qu'ils disent « Oh là là, est-ce qu'on peut se doter… » Est-ce qu'on peut encaisser est-ce qu'on peut encaisser ? Super intéressant. Je regarde juste si on a… Parce que ça a beaucoup interagi. Laurent, il a du boulot. Il passe une bonne soirée avec nous. J'ai peut-être une mauvaise image de la DeFi, mais pour moi, la DeFi, c'est créer du pognon avec du pognon, réappliquer le système de crédit toxique qui a fait crasher en 2008. Bon, j'ai l'impression que tu es plutôt en phase avec notre invité. Ça parle de films, etc. Bon, écoute, moi, je propose qu'on continue sur notre interview. Moi, j'aimerais qu'on parle un peu des usages, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, autour du métavers, et on s'est posé la question il n'y a pas longtemps, en regardant la pub Meta, d'ailleurs on en avait parlé la dernière fois, Meta montre beaucoup quelque chose, c'est une duplication des usages réels, c'est aussi le cas des jumeaux numériques, dans le virtuel. Mais j'ai l'impression qu'on n'imagine pas d'usage spécifique au métavers, c'est-à-dire des choses qu'on ne pourrait faire que dans le métavers, mais qui seraient porteuses, tu vois, pour le monde réel. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ce qu'on voit et ce qu'on ne peut faire aujourd'hui, c'est que du réel, mais en moins bien, en fait. Je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec ça pour plein de raisons. Déjà, tu as commencé par avoir une référence qui est la publicité qu'a fait Meta pour quelque part communiquer sur le fait qu'il se transforme de Facebook à Meta et qu'ils vont avoir une action dans le métavers. Ils sont dans un exercice de communication. Une communication de masse en plus. Beaucoup de spots pour des réseaux à très forte audience comme YouTube, mais également pour la télé. Donc, pour pouvoir communiquer sur un concept, surtout un concept aussi novateur que le métavers, il faut se mettre aussi à un niveau de compréhension de celui à qui se destine le message. Donc c'est plus facile de lui montrer finalement ce qui peut être fait dans le cadre d'une transposition dans le métavers, de situations qu'il connaît déjà, d'où les spots qu'on a pu voir, où on voit des applications dans l'univers de l'éducation, des reconstitutions, de exactement, de l'histoire, etc., plutôt que de lui présenter d'emblée des choses qui sont de l'ordre de la science-fiction, parce que dans ce cas-là, tu ne te mets pas au niveau de ton public. Il n'en demeure pas moins que l'intérêt du métavers, et ça va me permettre de répondre en fait à une partie de la question à laquelle je n'ai pas répondu tout à l'heure, faute de temps, parce qu'on a beaucoup digressé. L'un des intérêts du métavers, c'est aussi de s'affranchir des limites physiques. Notre monde réel, il est géré, il est régi par les lois de la physique. Et ces lois de la physique, quelque part, elles nous contraignent. Alors parfois, on arrive à faire des inventions extraordinaires, comme des avions qui nous permettent de passer d'un continent à un autre sans prendre trop de temps. On pourrait parler de l'impact environnemental de la solution. Il n'en demeure pas moins que l'avion est une invention qui nous permet de nous affranchir de notre incapacité physique à voler. Il n'en demeure pas moins que dans le métavers, on peut créer un univers dans lequel l'humain est capable de voler. Et donc, on peut imaginer, dans le cadre de ce métavers, tout un tas de services ou d'usages liés au fait qu'on s'est affranchi dans cet univers-là, parce qu'on a donné la possibilité dans le code aux avatars de s'affranchir de cette limite physique. On peut imaginer tout un tas de choses qui en découlent. Et là, pour le coup, je pense qu'un film qui pourrait stimuler l'imagination de tout un tas de personnes qui voudraient se rendre compte de ce qu'on peut faire lorsqu'on s'affranchit de certaines limites physiques, c'est Matrix. Dans Matrix, on a déjà une vision totalement éthérée de ce qu'on peut faire dans un univers où, parce qu'on est capable de s'affranchir des règles qui régissent l'univers, parce que finalement, on est capable de recoder l'univers à l'intérieur de la matrice,
on est capable d'arrêter des balles, on est capable de voler, on est capable d'avoir des capacités hors normes sur le plan physique. Et derrière, ça peut donner naissance à tout un tas d'usages qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui, parce que nous, on est contraints par nos limites physiques et qu'on manque un petit peu d'imagination, Romain. Mais et la question qui a été posée tout à l'heure, c'était la question de l'immersion, en fait. Et effectivement, l'immersion peut se faire dans deux cadres, finalement, que je vais volontairement opposer, sachant qu'en fait, entre ces deux extrêmes, il y a toujours la possibilité d'avoir un panachage, mais ça peut être finalement une immersion dans un métavers qui est très sérieux, qui est très proche de la réalité, qui est une transposition quasiment du réel, dans lequel d'ailleurs votre avatar va vous ressembler comme deux gouttes d'eau, parce que ce que vous cherchez à reproduire dans cet univers-là, c'est quelque chose de très proche de ce qui existe dans le réel. Mais on peut aussi imaginer des avatars, des métavers, dans lesquels l'immersion se veut nettement plus fantasmagorique, pour ne pas dire fantasmée. C'est le cas de The Sandbox. C'est le cas de The Sandbox, mais c'est le cas aussi justement de l'Oasis. Dans l'Oasis, d'ailleurs, le protagoniste le dit d'entrée. Je pense que dans les 30 premières secondes du film, il le dit. Ce qui est super intéressant, c'est qu'on peut être qui on veut dans cet univers-là. Et ce qu'on veut, c'est surtout pas ressembler à qui on est dans la réalité. Donc cette immersion peut se faire de façon très, dans un sens très proche du réel, transposition du réel dans le virtuel avec des interactions croisées. Et puis de l'autre, on peut aussi imaginer des univers dans lesquels le niveau d'immersion se fait sur quelque chose de beaucoup plus fantasmagorique, avec des usages à imaginer, quoi. Mais pourquoi pas aller chasser le dragon en guilde dans des super donjons, dans un super métavers. Quelque chose qu'on ne verra pas dans un métavers plus sérieux, à dimension business to business. Mais du jeu, donc, du jeu. Oui, des questions, effectivement. Chute Norris, Laurent me l'a signalé, mais je l'avais noté. Est-ce que l'AR, donc la réalité augmentée, mais n'est pas dans un premier temps plus palpable pour le tout venant en termes d'usage, je veux dire, et justement ça colle avec une autre question que je souhaitais te poser autour de, je ne sais pas si tu connais Wonderland. Oui. Et d'abord, répondons à la question de Chute Norris et je t'interrogerai sur Wonderland après. Alors, la réponse est oui. C'est plus palpable, la réalité augmentée, dans la mesure où le niveau d'immersion est moins fort que la réalité virtuelle. Il est moins fort parce qu'on est sur une hybridation. On est à la fois dans de l'affichage d'informations virtuelles, mais tout en ayant un ancrage dans le réel. Alors sans aller jusqu'à des choses très poussées sur le plan industriel, avec de la maquette 3D, etc. Mais quand on prend un jeu aussi usuel que Pokémon Go, c'est déjà une forme de réalité augmentée. On voit à travers son téléphone portable des Pokémon qui sont modélisés, qui n'apparaissent qu'à travers l'écran de son portable, mais qui ont finalement une existence dans le monde réel, parce qu'ils ont été positionnés dans ce monde-là par le développeur de l'application à travers des procédés de géolocalisation. Là, on revient sur le côté un petit peu ludique. Et effectivement, comme c'est déjà, ça fait déjà l'objet d'applications auxquelles un grand nombre de personnes ont pu avoir accès, c'est plus palpable. Et puis, de l'autre côté, c'est pas du tout, en fait, à exclure, enfin, en tout cas, à minimiser. La réalité augmentée a aussi des coûts de développement qui sont très inférieurs à la réalité virtuelle. En tout cas, si on veut pousser le niveau d'immersion de la réalité virtuelle à un niveau vraiment, vraiment très poussé. Donc, ça permet aussi d'avoir une démocratisation plus rapide de la solution et des usages qui peuvent émerger du fait de l'accessibilité aussi économique de la solution. Ce que tu nous dis, c'est qu'en gros, le métavers, qui est finalement une définition, une sorte de bannière un peu, où on fait rentrer beaucoup de choses, pourrait intégrer à la fois de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, et faire un mélange des deux en mode un peu réalité mixte. Même si j'ai le sentiment que si on doit aller au bout d'une certaine logique, si on veut vraiment aller au bout de ce que peut être une définition du métavers, qui est une intrication très forte entre le virtuel et le réel, la réalité virtuelle est plus prometteuse que la réalité augmentée, dans la mesure où elle permet effectivement d'avoir une immersion qui est
total. Mais peut-être dans des univers qui sont difficilement en fait, codables à très très grande échelle. Voilà, l'Oasis, reproduire l'Oasis demain matin, c'est pas possible. Demain matin, ça va être très très compliqué. Et in fine, peut-être que la solution la plus démocratique, ce sera peut-être la réalité augmentée. Il y a quelques années, quand c'est pas tout à fait ça, mais ça va faire passer l'idée. Quand Google a tenté les Google Glass, Google a réussi beaucoup de choses et puis ils en ont aussi loupé beaucoup d'autres. Mais l'une des idées de Google, c'était finalement de dire à tout un chacun, bah, écoute, peut-être que ta nouvelle interface de prédilection avec Internet et donc les mondes virtuels qui peuvent exister sur Internet, ça pourrait ne plus être ton téléphone portable ou ta montre connectée, mais ça pourrait être des lunettes connectées. Ouais. On aurait pu imaginer que derrière cette proposition de valeur, il puisse y avoir une acceptation beaucoup plus forte, donc une démocratisation de l'outil, et donc derrière, tout un tas de développeurs un peu partout dans le monde qui créent des usages adaptés au fait qu'il y a plein de gens qui se baladent avec des lunettes connectées. Mais ce qui a été loupé il y a quelques années peut très bien revenir en grâce Totalement. Dans quelques années, avec une proposition de valeur un petit peu remaniée, et aussi peut-être des mentalités qui auront évolué. Il y a quelques années en arrière, quand je dis quelques années, c'est pas il y a 50 ans en arrière, hein, mais au début des années 2000, il n'était pas naturel de s'exposer sur Internet. Les sites qui essayaient d'introduire des solutions dans lesquelles pour pouvoir aller éventuellement draguer sur des sites de rencontres virtuelles ou vendre des objets sur Internet, des solutions dans lesquelles tu te mets en situation à travers ta webcam, beaucoup ont essayé et tous se sont plantés. Aujourd'hui, il est complètement naturel pour toute une partie de la population de s'exposer par photo ou par vidéo interposée sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram, etc. Les choses changent, les choses évoluent. Ce qui n'a pas fonctionné hier peut fonctionner demain. Il y a même des comportements, je me rappelle, l'apparition des premiers écouteurs True Wireless, où on voyait des gens parler au téléphone, mais sans leur téléphone à la main. Vraiment, tu disais, c'est pas possible, ils passent vraiment pour un con, on a l'impression qu'ils se parlent tout seuls. Aujourd'hui, ça passe... Tu crois, ça passe totalement crème. Et je me dis qu'effectivement, peut-être que c'est vrai qu'on a un peu ri au nez quand on a vu les Google Glass & Co. Qui n'étaient pas très séduisantes, l'expérience n'était pas très sexy. Mais effectivement, de se dire que dans 15, 20 ans, peut-être avant, on acceptera peut-être davantage l'idée quand elle nous sera soumise parce que l'objet sera un peu plus sexy et la proposition de valeur le sera aussi. Absolument. Absolument. Et l'histoire est jalonnée de propositions de valeur qui ont été en avance, on appelle ça en avance sur le marché, où finalement les idées étaient là, mais le marché n'était pas prêt à adopter la proposition de valeur. Mais bon, les premiers smartphones ont été imaginés dans les années 90 et ont même été antérieurs au Palm. Je laisse imaginer. Voilà. Les premières idées du smartphone sont antérieures au Palm. Donc on était sur une technologie qui était très en avance de phase et qui finalement, pour plein de raisons, absence de maturité technologique, mais aussi inadéquation avec l'usage, inadéquation aussi avec les technologies support, notamment les technologies GSM, qui permettaient difficilement de pouvoir se connecter autrement que pour faire de la voix par un téléphone. On ne permettait pas de pouvoir finalement donner un écosystème favorable à l'adoption de l'innovation. Il a fallu attendre finalement l'iPhone 2007 et puis tous les clones de l'iPhone qui sont arrivés très rapidement après. Alors, je suis désolé, je te coupe rapido, parce que ce que tu me dis, ça me fait penser que finalement, ce qui se passe avec le métavers, et notamment l'approche de Meta, c'est comparable à ce qu'a fait Apple en dévoilant l'iPhone, mais peut-être que Meta avait soit un temps d'avance, soit mal conçu, entre guillemets, son approche, et aurait peut-être mieux fait de garder son projet par-devers elle, le garder un petit peu plus, et faire moins la communication, moins l'afficher, parce que la proposition était trop révolutionnaire par rapport au contexte, par rapport au marché. La critique est aisée. Et là, non, mais justement, je dis que la proposition est révolutionnaire. Hein. Oui, non, mais vraiment. Et j'entends ce que tu dis. Mais en fait, c'est trop facile de refaire l'histoire a posteriori. D'autant que si dans 15 ans, on a tous un compte sur Horizon World, qui entre-temps aura... C'est le cas, c'est le cas. Voilà, et qu'on y a tous un temps de connexion très important,
Si on a substitué nos usages actuels sur Facebook, Instagram, TikTok et LinkedIn pour aller sur The World, faire tout un tas de choses, mais de façon différente, il faudra se souvenir que c'est ce que Facebook a fait à la fin des années 2010, début des années 2020, qui a permis de construire ce succès-là sur le long terme. Donc il ne faut pas insulter l'avenir. Et en outre, ce qu'a fait Facebook, ça, je veux vraiment qu'on comprenne, parce que j'ai pas toujours eu des mots très doux pour la façon dont Facebook gère ses affaires, et notamment des questions autour de l'éthique, du respect de la vie privée, ce genre de choses. Mais il n'en demeure pas moins que ce que tente de faire Facebook, c'est une transformation stratégique majeure. Ce que voit Facebook, c'est que sur son business actuel, il est difficile pour lui de croître davantage. Ouais. Parce que quand tu as 2,8 milliards d'utilisateurs de tes services actifs dans le monde, c'est difficile de gagner de nouveaux utilisateurs. Tous ceux que tu pouvais éventuellement gagner, tu les as déjà conquis. Donc tout ce que tu risques de faire, c'est plus de gérer ta décroissance lente, ou éventuellement réussir à les conserver le plus longtemps possible, tes utilisateurs, éventuellement peut-être un peu mieux les monétiser, mais tu risques pas de pouvoir faire grimper tes arbres jusqu'au ciel, in fine, parce que tu as des limites. L'autre problème qu'a Facebook, c'est qu'il est ultra dépendant d'une source de revenus qui est la publicité. Et enfin, pour finir dans Français Clou, ce que voit Facebook aussi, c'est qu'il y a tout un tas d'acteurs qui avant ne faisaient pas de publicité, qui commencent à diversifier leur modèle de revenus avec la publicité, et donc ils vont récupérer, qui vont convoiter une partie de la manne publicitaire. Netflix, par exemple, vient de se doter d'une régie publicitaire pour pouvoir développer une offre complémentaire à son offre de base, où vous payez moins cher votre abonnement, mais en contrepartie, vous avez des publicités. Et donc, qu'est-ce que va faire Netflix ? Il va se tourner vers des annonceurs qui se tournent déjà vers Facebook, et leur dire, voilà, vous investissez 100 chez Facebook jusqu'à présent, peut-être que vous allez investir plus de 80 chez Facebook et plus de 20 chez moi maintenant. Et je vais vous donner toutes les raisons du monde de venir investir chez moi. Oui, la capacité de rétention de Netflix, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Il y a un taux de churn qui est parmi les plus faibles de l'industrie numérique. Mais donc, du coup, Facebook, conscient de tout ça, il se dit quoi ? Il se dit, il y a une proposition de valeur potentielle. Elle est potentielle, qui s'appelle le métavers. Mais si dans 15 ans, la plupart des interactions sociales, qu'elles soient ludiques ou sérieuses, dans ce qu'on appelle Internet, se font par l'interfaçage d'un casque de réalité virtuelle plutôt qu'un téléphone portable sur des réseaux sociaux qui ne sont que scrollables et finalement dans lesquels vous êtes plutôt passif qu'actif, alors je suis mort. Parce que non seulement mes annonceurs vont tous partir pour aller dans des univers dans lesquels l'impression du message publicitaire, vu que vous êtes dans un univers immersif, sera beaucoup plus fort, mais aussi parce que mon économie sera ringardisée technologiquement. Donc, si cet univers doit exister, il faut que je me donne les moyens d'être parmi les leaders, sinon le leader de cet univers-là. Et donc, ça vaut le coup d'investir aujourd'hui pour cette potentialité-là. Parce que si cet univers émerge, je suis mort. Et c'est ça, en fait, le défi stratégique de Facebook. La difficulté derrière ce défi, d'ailleurs, qui est un défi qui est plutôt smart sur le plan stratégique, parce que non seulement ça lui permet éventuellement d'éviter de se faire disrupter, en étant son propre disrupteur d'une certaine façon, mais de l'autre, ça lui permet aussi, en vendant des services dans le métavers, mais aussi en vendant les casques de connexion à son métavers à travers notamment l'acquisition qu'il a fait d'Oculus, ça lui permet de diversifier son business model revenus, et donc d'être moins dépendant des revenus publicitaires. Donc vraiment, la réponse stratégique, sur le papier en tout cas, vraiment, vraiment smart. C'est pas fait au hasard. Le truc, là où ils n'ont pas de chance, c'est qu'ils entament la plus grosse transformation stratégique de leur histoire à un moment donné où il y a un retournement de conjoncture majeur sur le plan macroéconomique, où l'économie mondiale rentre en récession, doublée d'une inflation, ce qui provoque finalement des effets qui sont des effets de retrait de la cote de titres qui sont jugés risqués, notamment les titres de la tech. Le Nasdaq, qui est le cours de bourse qui regroupe l'essentiel des valeurs technologiques américaines les plus fortes, fait partie
des indices qui ont le plus reculé, parce que on est face à des entreprises qui sont perçues dans un moment très dur de récession comme plus risquées que d'autres, mais aussi qui ont eu une valorisation ces dernières années qui est arrivée à des niveaux stratosphériques. Donc si je dois faire des bénéfices à court terme parce que j'ai besoin de cash, il vaut mieux que je revende ces actions pendant qu'elles sont encore hautes que d'attendre qu'elles décroissent. Sauf que les investisseurs ayant tous le même type de raisonnement en même temps, ils vendent tous en même temps, donc ça provoque une décroissance encore plus forte sur ces marchés-là. Ça s'appelle des professions autoréalisatrices en fait, en économie. Et donc, Facebook dit on va investir dans le métavers. C'est des investissements qui sont colossaux, de l'ordre de plusieurs milliards de dollars par an, et ce sur plein de corps de métiers différents, et ce sur les principaux continents sur lesquels on entend avoir une présence stratégique de long terme. Et quelques mois plus tard, retournement de conjoncture, panique à bord, et des actionnaires qui demandent des comptes à Facebook en disant bah écoute, c'est peut-être pas trop le moment en fait d'aller dans le métavers qui produira peut-être ses effets dans le très long terme, mais là pour l'instant on est sur de la gestion de l'urgence de court terme. Eh ben, merci beaucoup Julien. Je pense qu'on a passé un bon moment. Je crois qu'en plus à la fin, on n'avait plus de problème de son. Enfin, ça fait un moment qu'on n'en a plus. Moi, j'ai passé un très bon moment avec toi. Merci beaucoup. Pareil, c'était un plaisir partagé. On a eu des galères au début, mais alors Captain Lolo s'en est sorti. Franchement, je tiens à saluer le sang-froid du bonhomme qui a géré ça, sachant qu'il a même pas son BEP d'ingé son. Vraiment, c'est une belle performance. Merci à tous ceux qui étaient là. Merci pour vos questions. Je suis désolé si j'avais le regard un peu trop tourné vers mon invité, mais j'ai vu que Lolo, à chaque fois, il récupérait les questions et il nous les a ressorties. Voilà, merci à tous ceux qui étaient là. Demain, on s'occupe d'envoyer les NFT, et puis on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On espère qu'on aura moins de soucis d'ici là, et on vous souhaite une excellente soirée, un bon match. Toi, je crois que tu as un trajet en train, mais il y a aussi un match, il y a un match important ce soir. Je sais que Laurent l'attend avec impatience, et puis je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Salut. Ah, Usul nous dit qu'il a changé d'adresse. D'accord. Salut.